Mes chers camarades, bien le bonjour. Marignan, 1515, un événement et une date très facile à retenir et qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde connaît. Mais saviez-vous que c'est grâce à cette bataille que naîtra le début de l'amitié et de la collaboration entre François Ier et Léonard de Vinci? Eh ben ouais. T'étais pas obligé de répondre, non? Ah bah si. Ce peintre, architecte et ingénieur italien, très célèbre et connu à travers le monde entier, passera en effet les dernières années de sa vie sur un projet de très grande envergure dont on parle assez peu souvent, réaliser une ville idéale, la cité de Romorantin. À la suite de Louis XII, et comme de nombreux souverains français avant lui, François Ier entend faire valoir ses droits de succession sur le duché de Milan. Accompagné de ses alliés vénitiens, il ouvre la 5e guerre d'Italie avec la bataille de Marignan dont nous avons déjà parlé dans d'autres épisodes. Profitant de sa présence dans la région, François Ier veut récupérer le tableau de la Seine, une peinture murale de 4,6 mètres sur 8,8, réalisée pour le couvent de Santa Maria del Grazzi à Milan. Mais à défaut de pouvoir ramener un pan de réfectoire de ce monastère dominicain, ce qui aurait risqué d'endommager l'œuvre, il invitera en France son auteur, Léonard de Vinci. À cette époque, Léonard est âgé et moins apprécié qu'à sa grande époque. On lui préfère le jeune Michel-Ange, qui a par exemple peint le plafond de la chapelle Sixtine. De Vinci décide alors de répondre à cette invitation et rejoint le roi de France après plusieurs mois d'un voyage éreintant. Il a alors 64 ans et arrive accompagné de 2 de ses assistants et élèves, l'un d'eux nommé Sallet, probablement son amant. Il emmène aussi avec lui 3 tableaux qu'il souhaite finir, la Joconde, Saint Jean-Baptiste et la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne. Sur place, il bénéficie d'une grasse pension de 1000 écus d'or par an et prend possession comme promis d'une demeure dans une des plus belles régions de France, le château du Clos-Lucé. Installé, il reçoit le prince de Naples Louis d'Aragon dont le secrétaire écrit « Messire Léonard de Vinci, âgé de plus de 70 ans, excellentissime peintre de notre époque, qui montra 3 tableaux à notre seigneurie, les 3 sont d'une rare perfection. » Et il rajoute, un brin cynique, « Il est vrai qu'en raison d'une paralysie de la main droite, on ne peut plus attendre de chef-d'œuvre de sa part. » Oh, ça c'est ballot. Oui, c'est vrai. Néanmoins, Léonard de Vinci est connu pour être un gaucher, ce qui n'empêche pas que ce handicap puisse être un petit peu embêtant. Ah, tu m'étonnes. François Ier est fasciné par Léonard de Vinci et le considère comme son égal. On raconte même qu'il aurait fait construire un souterrain entre le château du Clos-Lucé et sa résidence, le château royal d'Amboise, pour lui rendre visite quotidiennement. Il le nomme premier peintre, ingénieur et architecte du roi. La capitale de l'époque, Tours, est trop engorgée pour François Ier. Impossible d'y loger correctement les nombreuses personnes qui constituent sa cour. Il veut partir sur de nouvelles bases et changer de ville. Il confie alors à Léonard de Vinci un projet d'une ampleur démesurée, la création d'une cité idéale, celle de Romorantin. Le domaine appartient à la famille d'Angoulême, celle de François Ier donc, et Louise de Savoie, la propre mère du roi, a déjà commencé à agrandir le château en 1510. D'ailleurs, c'est au sein de ce même château, qui accueille aujourd'hui la préfecture, que Claude de France, la femme de François Ier, est née. L'emplacement y est donc parfait pour François Ier, qui veut faire de Romorantin la capitale politique du pays et y regrouper à la fois le pouvoir politique et économique. Ce projet de ville idéale intéressait déjà Léonard de Vinci lorsqu'il travaillait à Milan. Il en avait déjà conçu et proposé les plans. Cette idée revient souvent dans l'humanisme de la Renaissance à travers 2 aspects fondamentaux, son architecture et son activité politique. Cette cité idéale doit être bien proportionnée, droite, majestueuse et utiliser le nombre d'or dans son architecture. Elle doit accorder une place importante à la lumière, à l'hygiène, à la salubrité, en opposition aux villes du Moyen-Âge perçues comme dégénérées et sujettes aux épidémies. Mais elle doit aussi être un centre politique et fourmillé de philosophes qui échangent leurs idées et réfléchissent à la meilleure organisation politique possible. Pour aider à la circulation et placer la ville au milieu d'un réseau de navigation important, Léonard de Vinci veut creuser 2 ensembles de canaux, l'un rejoignant la Sauldre et le Cher, tracé actuel du canal de Berry, et l'autre reliant Romorantin à Lyon et Tours. Ce que propose en fait Léonard de Vinci, ici, ça n'est rien de moins que de relier l'Atlantique à la mer Méditerranée par voie navigable. Un projet incroyable. Attends, le gars, il voulait faire genre un méga canal de Suez à Romorantin. Visionnaire.
L'ingénieur a une idée bien précise du cheminement de l'eau dans la ville. Plutôt que d'utiliser des fossés, il imagine un système de portes éclusières pour éviter que l'eau ne soit boueuse. Mais ces projets hydrauliques ne serviraient pas uniquement à y faire naviguer des bateaux. Léonard avait prévu que toute la ville s'organise autour de ce réseau. Le canal devait même traverser Romorantin sur 2 niveaux. C'est aussi par ce réseau qu'arriveraient les matériaux pour construire le palais et ses alentours. Il y avait déjà prévu de larges cuisines, des écuries modernes et même automatisées, des fontaines et jeux d'eau à l'extérieur, ainsi qu'un jardin et des vignes. Le projet comprenait même un pavillon de chasse octogonal au cœur de la forêt permettant de pratiquer la chasse à courre. Ce palais aurait été à la croisée des architectures françaises et italiennes. Française par ses cours rondes à l'intérieur desquelles on y retrouve des salles carrées, italienne par ses façades inspirées de palais romains et sa grande cour à colonnades. Mais la mort de Léonard de Vinci en 1519 enterre à jamais toute chance de voir ses travaux titanesques commencer. Sa vision et son expertise étaient indispensables pour mener à bien ce projet, bien trop compliqué sans lui. Sa présence a néanmoins marqué la ville. Si on fait attention en se promenant, on peut remarquer dans les rues pavées des clous à son effigie. Connu de son vivant pour ne jamais terminer ses projets, c'est inachevé que restera sa dernière entreprise. J'avais le même problème quand j'étais ado. Ouais, sauf que pour lui, c'est définitif. Au-delà de la ville de Romorantin et même après sa disparition, le génie de Léonard de Vinci continue à rayonner. Certains de ses plans, initialement prévus pour le palais de la ville, sont par exemple utilisés pour bâtir le château de Chambord dès 1519. Si celui-ci est déjà immense, le palais de Romorantin devait l'être encore plus, et faire près du double, plus de 400 mètres de long. Le célèbre escalier à double révolution de Chambord est un exemple typique de ce qui a été pensé par Léonard. On a ainsi retrouvé des croquis d'un escalier en bois à rampe double spirale dans les affaires de Vinci, et celui de Chambord en pierre en est une version améliorée. Léonard traversera ainsi le temps, marquant durablement les esprits par son ingéniosité et par la trace qu'il laissera dans la région. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château sert d'ailleurs de refuge à de nombreuses œuvres et parmi elles, la Joconde, un juste retour des choses. En 2016, les vignes du château de Chambord, issues de Romorantin, ont été replantées et donneront leur premier cru en 2019, juste à temps pour célébrer les 500 ans du château. Mais le vin que l'on pourra alors déguster n'aura pas grand-chose à voir avec celui du XVIe siècle. Celui que buvaient François Ier et Léonard de Vinci se rapprochait plus du vinaigre dans lequel on ajoutait des épices et du miel pour en adoucir le goût. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ce fameux souterrain qui reliait le Clos Lucé au château royal d'Amboise? Alors même si son existence elle est assez incertaine, ce dont on est sûr, c'est que les deux souterrains des deux châteaux accueillaient des caves à vin remplis des meilleurs crus de France. De quoi envisager des soirées un petit peu funky. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le Loir-et-Cher. Salut!